それではナンシーさんからお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ナンシーさん、お答えをお願いいたします。Oui, oui, je vous entends. Oui, bien sûr, je souhaite répondre. C'est pas pour ça. Non, je vais répondre assez brièvement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais la première question, monsieur Oheim, non, je n'ai pas voulu du tout proposer que la philosophie enseigne de nouvelles vertus. Non, je me suis mal fait comprendre, si vous avez compris cela. Non. Parce que le mot de vertu, en tout cas en français, Tugend en allemand, moi je pense à quand même les mêmes résonances. Le mot de vertu est trop, justement, vertueux. Le mot de vertu évoque une disposition bien orientée, bien pensante, si j'ose dire. Bon, en français, vertu vient de virtus, c'est virtus, vous le savez bien, virtus, c'est de la force. C'est une force, que ça ait une connotation virile et du coup phallocentrique ou machiste, c'est pas la question ici. Il s'agit d'une force, et une force, on ne l'enseigne pas. Donc, je ne veux ni être professeur, ni professeur de vertu. Il ne s'agit pas du tout de cela. Et il ne s'agit pas non plus d'ailleurs d'enseigner une autre attitude philosophique que l'attitude philosophique que vous décrivez comme l'attitude classique, car, je dirais, la philosophie n'a jamais tant cherché à atteindre la clarté que plutôt à montrer qu'au bout de toute clarté, il y a une obscurité, où il y a un éblouissement comme celui du soleil du bien chez Platon, ou comme celui de l'évidence cartésienne dont Descartes lui-même dit qu'elle est parfaitement obscure. Donc la philosophie, c'est pas ce qui vient selon un modèle lui-même déjà commandé par la mathématique. C'est pas ce qui vient mettre de la lumière et par conséquent aussi de la rationalité et de la calculabilité en tout. Dans la philosophie, au contraire, elle cherche à montrer ce qui reste obscur au sein de la clarté, ce qui éblouit dans la clarté elle-même. Et pour se tourner vers cet éblouissement, il faut, en effet, si vous voulez, une vertu, mais alors une vertu au sens d'une force, d'une énergie. Et cette force, cette énergie, elle ne peut pas être enseignée ni apprise, c'est pas un catalogue de vertus, c'est la disposition fondamentale de toute une culture. Nous sommes dans une culture unique à travers le monde, et dans cette culture, eh bien, il s'agit de laisser surgir une autre énergie. En parlant de vertu, vous m'avez fait penser à ceci. Le Japon est, de façon exemplaire et à peu près unique dans le monde, même par rapport, par exemple, à la Turquie. Le Japon est un pays situé tout à fait en dehors de la première grande sphère d'expansion de l'Occident et du modèle occidental de civilisation. C'est le pays qui a décidé à un moment de passer à cette civilisation. C'est ce que vous avez appelé l'ère Meiji. Depuis le commencement de Meiji, le Japon a pratiqué la rationalité dite occidentale, scientifico-technique, avec de toute autre vertu que les vertus européennes, disons que les vertus chrétiennes. Et c'est ce qui a fait exemple et interrogation, quelquefois stupéfaction pour l'Occident. Comment est-ce que les Japonais peuvent être ce qu'ils sont, peuvent avoir, par exemple, toute une socialité à l'intérieur du Japon, toute une socialité, tout un rapport à leur propre pays, à leur propre société, tellement différent de ceux de l'Occident, et en même temps faire fonctionner toute la rationalité occidentale. Eh bien, la différence des vertus japonaises et des vertus européennes, aujourd'hui, je crois, elle ne
pèsent plus beaucoup. Ils pèsent plus beaucoup dans le cours général du monde. On pourrait aujourd'hui en dire autant de la différence des vertus ou des dispositions chinoises, indiennes ou amérindiennes, hein, par rapport à ce règne de la technique. Donc, ce ne sont pas des vertus qu'il nous faut, c'est une autre disposition générale est en train de se faire. Et cette autre disposition générale, je crois, pour dire juste un mot, qu'elle pourrait peut-être se caractériser par ceci, que entre l'être et le devoir-être, dont M. Waldenfels a parlé, et dont il faut en effet parler, qu'entre l'être et le devoir-être, eh bien, il devrait ne plus y avoir d'écart. Nous vivons toujours dans l'écart de l'être et du devoir-être. Tout ce que nous appelons le droit repose sur l'indépendance et l'autonomie d'une sphère du devoir-être. Je pense, par exemple, ici au très grand théoricien du droit qui est Kelsen, et qui parle beaucoup de l'autonomie de la sphère du devoir-être. Je crois que ce qui va se produire, c'est une civilisation, une culture dans laquelle l'être et le devoir-être seront, si j'ose le dire, la même chose. Bon, pour aller vite, je passe à votre seconde question. Les grands nombres, je n'ai pas du tout voulu dire que les grands nombres étaient en soi un mal. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Les grands nombres sont un mal dans la mesure où c'est sur la calculabilité du nombre en général que repose en quelque sorte toute la finalité, à la fois toute l'opérativité et toute la finalité de tout notre fonctionnement. Mais le grand nombre en soi, il peut aussi être compris comme la très grande quantité des rapports qui sont tous en même temps possibles et qui peuvent tous être pensés aussi comme le fait que maintenant, au présent, non seulement nous sommes en rapport entre Tokyo, Munich et Strasbourg, mais tout ce que nous faisons nous met en rapport avec le ciel que je vois ici à Strasbourg, le soleil sur quelques nuages, la plante qui est à l'autre bout de cette pièce, ce que je vois de votre pièce où vous êtes à Munich, ce que je vois de la tribune de Tokyo, et derrière cela une quantité de gens, par exemple tous ces gens qui nous écoutent en ce moment et que nous ne voyons pas, ce que je regrette beaucoup. Si on pouvait tourner un peu la caméra vers la salle à Tokyo, quand même, nous sentirions, nous verrions cette présence. Mais si nous ne la voyons pas, elle est là. Donc non, je suis pour cette expansion et ce contact, qui n'est pas seulement un contact d'ailleurs entre les êtres humains, mais entre les êtres humains et les autres étangs, et ainsi de suite, à travers les galaxies, si vous voulez. Mais le grand nombre n'est pas par lui-même ni un danger, ni une vertu. Et quand vous évoquez le Twitter et les blogs dans les printemps arabes, oui, c'est vrai, de même que les blogueurs en Chine, c'est vrai, et en même temps, je dirais, est-ce que c'est si vrai que ça? Beaucoup de choses dans l'histoire se sont faites avec une très grande capacité de communication, d'expansion, bien avant qu'on ait les moyens électroniques actuels de la communication. Est-ce que Meiji, au Japon, s'est fait à une très grande vitesse à l'échelle de l'histoire? Et Meiji s'est fait sans ordinateur. La Révolution française s'est faite sans Twitter. Et elle a quand même aussi été très rapide. Donc, je crois que l'effet des communications, l'effet des contacts en général, quels qu'ils soient, il n'est pas tellement dépendant de la technique que nous le croyons. Il est dépendant de la disposition fondamentale dans laquelle se trouvent des peuples, des cultures, ou une culture, un monde entier. Bon, je m'arrête. ありがとうございます。